Azimut vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour un café au parfum d'Olympiade. À une cinquantaine de jours maintenant des Jeux de Tokyo, nous allons mettre l'accent sur les chances de médailles françaises avec deux des athlètes de l'équipe de France Voile. On parle d'eux comme les nouvelles pépites de la discipline, associés sur leur catamaran mixte, un Accra 17. Ils ont commencé à naviguer ensemble il y a seulement 3 ans, mais très vite leur binôme a fait des étincelles et inquiété les adversaires. Quentin Delapierre et Manon Audinet sont avec nous. Et puis notre troisième invité, lui, sera en visio, coureur olympique. Il a troqué cette casquette pour celle d'entraîneur qu'il porte tout aussi brillamment depuis maintenant une dizaine d'années. Avec lui, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont allés chercher un nouveau titre européen en mars dernier en 4,70 et vont tenter d'aller décrocher l'or sur le plan d'eau d'Enoshima. C'est Gilda Philippe qui est avec nous également depuis Brest. Bonjour Gilda. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour Manon, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Quentin et Manon, le compte à rebours est vraiment lancé. Nous ne sommes plus qu'à 6 semaines des Jeux de Tokyo. Comment vous vivez cette dernière ligne droite ? On a hâte d'y aller. Je crois que ça fait le report des Jeux. Ça nous a, pour Manon et moi, plutôt servi parce que, comme tu l'as dit, on était un jeune équipage. Mais là, on a plutôt hâte d'y aller et de prendre le départ de ces Jeux. Et on est dans les starting blocks. Manon ? Ouais, je crois qu'on peut dire enfin ça arrive, hein, parce que voilà, on a quand même réussi à bien s'occuper cet hiver, mais voilà, à un moment il faut que les choses concrètes arrivent et là ça y est, on peut dire que dans un mois tout juste on prend l'avion pour partir, donc ça y est, c'est plus dans des mois, dans une année, c'est bientôt et c'est assez excitant. Alors Quentin, tu as remporté à 2 reprises le Tour de France Voile en Diam 24. Tu avais aussi l'opportunité d'un projet séduisant en Multi 50 et finalement, tu as décidé d'aller vers le NACRA et ces Olympiades. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Je pense que j'ai un papa qui faisait de la planche à voile à haut niveau et il m'a raconté plein d'histoires sur l'olympisme, sur Robert Scheidt, Ben Hensley. Et ça a toujours trotté dans ma tête. Et sur le Tour de France à la voile, dans notre équipe, il y avait aussi Kevin Péponnet. Et c'est vrai que tous les deux, on avait essayé l'olympisme étant jeune, mais ça avait plus ou moins bien marché. Un peu mieux pour Kevin que pour moi. Et Kevin, à un moment, a sauté le pas en parallèle du Tour. Et il s'est associé à Jérémy Mion. Et Kevin et Jérémy, ils ont fait des super résultats. Ils ont été champions du monde au bout d'1 an. Ça t'a donné envie. Tu t'es dit c'est possible. Ouais. Exactement. Je me suis dit, Kevin est très très fort, très talentueux, mais pourquoi pas. Et par contre, dans ma tête, il fallait y aller avec quelqu'un qui avait de l'expérience, voilà. Avec un semblant de budget. Voilà. Alors justement, l'expérience, c'était Manon. Manon, toi, tu avais l'expérience d'une préparation olympique avec Moana Véro, mais tu avais envie de repartir d'une page blanche, en fait, mais continuer sur ce support. Comment tu as choisi, Quentin ? Comment vous vous êtes choisi ? Moi j'ai fait une liste avec des catégories, des critères, des cases à cocher. Beau gosse, sympa, talentueux, exactement. Et voilà. Et voilà, Quentin il cochait pas mal de critères. Donc je l'ai appelé, je savais que c'était pas la meilleure période pour lui parce qu'il fallait qu'il gagne son Tour de France avant. Et il en a gagné 2, c'est vrai. Ouais, il a accepté d'essayer. Ça lui a plu, je pense. La première semaine de stage s'est plutôt bien passée et après on a décidé de laisser passer le tour pour lui et de prendre la décision finale du coup c'était fin juillet début août. Il faut préciser, en fait vous vous connaissiez un peu parce que vous avez régaté l'un contre l'autre jeune. Exactement, c'était chaud. Manon elle était à La Rochelle, moi j'étais dans le golfe du Morbihan et on était dans 2 clubs un peu rivaux et c'est vrai que ça c'était assez sympa de recevoir un coup de fil de Manon. C'était
c'était ceux à abattre, hein, les Bretons à l'époque. C'est rigolo parce que du coup maintenant il y a beaucoup de duos Rochelet-Breton et c'est rigolo voilà, les petites querelles quand on est jeune au final. Elles s'effacent. Elles s'effacent et après ça crée quelque chose de sympa. Exactement. Alors Gilda, toi tu entraînes Camille et Aloïse sélectionnés en 4,70. Ce sont tes 5e Olympiades quand même. Hein. Il y en a eu 2 en tant que coureur, 3 en tant qu'entraîneur avec 3 équipages différents. Mais à chaque fois, la Brestoise, Camille Lecointre, que tu accompagnes depuis 2009, ça crée des liens forts. C'est rare quand même, une association aussi longue. Ouais, c'est vrai que c'est, je pense, assez exceptionnel, hein, 3 Olympiades d'affilée, mais à chaque fois c'était une aventure différente. C'est aussi pour ça que elle, comme moi, ça nous a motivés pour continuer à naviguer ensemble, même si je suis pas sur le même bateau, mais bon, quelque part, on partage quand même un peu le même bateau. Et c'est vrai que l'histoire a changé systématiquement parce que Camille, elle a pris de l'expérience à chaque Olympiade et puis à Londres déjà ça passe pas très loin parce qu'ils finissent 4e à égalité de points sur la medal race et donc voilà, pour l'instant c'est une progression régulière à chaque Olympiade, donc on espère le mieux encore pour celle-ci. Alors Camille, justement, après sa médaille de bronze à Rio, elle a fait une pause maternité. Souvent déjà, les binômes se séparent, mais elle a décidé de repartir pour une 3e préparation olympique. Il faut beaucoup d'énergie. Comment on peut revenir au plus haut niveau international, Gilda ? Oui, alors c'est vrai qu'avec l'expérience qu'elle a, je dirais que c'était largement faisable. C'est ce qu'on s'était fixé. On se disait, voilà, si tu arrêtes 1 an, ça va suffire. De toute façon, même s'il reste que 3 ans, avec l'expérience qu'elle a, ça devait suffire. Maintenant, le paramètre supplémentaire, c'était de savoir combien de temps elle pourrait accorder à la navigation, la prépa physique et tout ce qui va avec. Et aussi la séquence de déplacement qui est quand même assez compliquée à gérer, surtout quand on s'approche des échéances, quoi. Donc ça, c'était quand même un gros challenge, mais bon, qu'on a réussi à surmonter sans finalement trop de difficultés. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment partie du projet, quoi. Alors, je reviens vers vous, Quentin et Manon. Vous assurez la relève quand même d'un équipage star dans cette série. Billy Besson, Marie Rioux, quadruple champion du monde en Accra à 17. C'était un sacré challenge d'aller chercher une qualification face à ce binôme. Fallait oser. Ouais, c'est sûr. Après, la qualification, quand tu t'alignes en face de Billy et Marie, c'est sûr que on était loin d'être favoris, qu'il y avait du travail à faire. Mais vous êtes arrivé sans complexe quelque part, j'ai envie de dire, avec rien à là, perdre. De toute façon, on pouvait pas en avoir. Moi, je savais pas faire de Accra 17, donc voilà. Mais après, c'est moi ce qui me motivait dans l'Accra 17, au-delà d'aller faire les Jeux, c'était aussi d'être bon à l'international. Et donc évidemment qu'on regardait d'un coin de l'œil ce que Billy et Marie faisaient, mais ce qui nous motivait, c'était de performer à l'international et d'étoffer notre palmarès à l'international. Justement, 1 an seulement après la constitution de votre binôme, vous avez brillé sur le plan d'eau d'Enoshima en remportant une épreuve de la World Cup. Vous avez confirmé ensuite avec une médaille d'argent aux mondiaux en 2020. Votre progression sur l'échiquier international a vraiment été fulgurante avec un bateau qui n'est pas simple à prendre en main quand même. Il est assez technique. Oui, non, c'est sûr qu'on a fait des heures. Je pense qu'on a bien galéré les 6-8 premiers mois à apprivoiser le bateau et à apprendre à fonctionner ensemble. Et je pense que notre force a été d'être là quand on nous attendait sur des épreuves de sélection, sur la Coupe du Monde à Enoshima. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on peut être fier, de réussir à passer les étapes quand il faut les passer. Et maintenant, il reste la dernière. Là, c'était que des étapes. Maintenant, c'est l'objectif final. Donc, c'est vraiment là qu'on nous attend. Et ce bateau, en plus, on lui avait ajouté des foils après les Jeux de Rio. Donc, il était encore plus complexe et un peu plus brutal. Oui. Manon, elle disait que j'ai fait des tests juste avant le tour. Le stage, il y avait 15-17 nœuds. Et au portant, je me suis dit là, il ne faut surtout pas que je me blesse ou que je tombe à l'eau. Parce que le bateau, une fois en vol, il est pas très stable, il est compliqué à gérer. Et c'est vrai que ça le rend assez
pas extrême, mais il faut vraiment se bouger, quoi. Alors Gilda, tu les as vus débarquer, toi, dans le paysage de la voile olympique française. Quel est ton regard sur leur progression à ces 2 jeunes ? En fait, ils ont vraiment la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire, hein, et c'est ce qu'on aimerait bien en fait faire passer comme message à nos petits jeunes qui débarquent aussi en 4-7. Souvent, ils sont impressionnés par les anciens et nous on leur dit non, mais il faut y aller, vous aussi vous pouvez le faire, et c'est l'envie qui prime d'abord, et la capacité, je pense qu'on est capable de l'obtenir à partir du moment où on a vraiment l'envie, quoi. Donc c'est vrai que eux, ils ont eu le cran d'aller affronter Billy et Marie, qui sont quand même quadruple champions du monde à l'époque. Donc ça, c'est une force, et je pense que devant eux, au jeu, se présente à peu près le même challenge, et qu'ils sont capables de relever parce qu'ils ont les crocs pour y aller, quoi. Alors Gilda, il faut souvent un peu de temps à un binôme pour trouver ses marques, et donc c'était le cas aussi de Aloïse avec Camille, et très vite elles se sont avérées redoutables au niveau international, avec vraiment des grosses perfs, dont un titre de championne du monde. Comment tu expliques ça ? En fait, maintenant aussi, on a l'expérience passée des différentes construction d'équipage, donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. On met en place des règles de fonctionnement, ça va dans ce que Manon disait tout à l'heure, on retient un paquet de critères qui paraissent primordiaux pour réussir, et à partir de là, on se met à travailler ensemble, et je dirais que tout ce qui est technique, on sait le faire. Après, la petite alchimie qui fait que ça va passer ou non, on la maîtrise moins, mais globalement ça fonctionne assez bien quand même. On se rate pas très souvent finalement, quoi. Alors elles étaient sur une super dynamique, hein, avant que les Jeux ne soient reportés d'1 an. Elles ont quand même accusé le coup. Comment est-ce que tu évalues l'impact de ce report sur leur préparation, leur performance ? Au début, c'est vrai que c'était très compliqué, hein. Elles se posaient vraiment des questions. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Est-ce que les Jeux vont avoir lieu ? Pourquoi on fait tout ça ? Donc c'était vraiment pas simple en 2020. Et du coup, on a essayé de rebondir en disant non, de toute façon, vous n'êtes pas parfaite. Il y a encore pas mal de trucs à bosser. Donc là, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Et puis de toute façon, ça va avoir lieu, quoi. Donc faut pas réfléchir, on y va, quoi. Et finalement, elles en sortent là encore grandi, et elles sont presque encore meilleures que l'année d'avant, quoi, maintenant. Alors justement, vous, Quentin et Manon, ce report des Jeux, Gilda le dit, il a été plutôt mal accueilli par certains athlètes et plutôt bien par vous, semble-t-il. Ouais, je pense qu'il faut se faire à l'idée. J'avoue que les 2 premiers jours, je me suis dit, ah oui, quand même, il va falloir continuer à se donner pendant encore 1 an sans pause. Et au final, très vite, je me suis dit, non, mais stupide. En fait, c'est une super opportunité. On a plein de dossiers à poser. C'était plus de temps pour travailler des dossiers. Ouais, exactement. Alors, il a fallu se réorganiser, justement. Vous êtes allé pas mal vous entraîner à Lanzarote. Quel bilan vous tirez de ces entraînements-là de l'hiver ? Mais on a validé un peu ce qu'on voulait faire là-bas. Donc ça, c'était très positif. Et peut-être qu'on en a fait un peu trop. Donc là, on essaye de se ressourcer, de reprendre un peu de fraîcheur. On faisait des blocs de 3 semaines, 1 semaine de pause, Parce que vous étiez privé de compétition, mais en fait, vous organisiez un peu des petites régates avec les partenaires d'entraînement étrangers, enfin... Ouais, ça qui était bien, c'est qu'on s'est retrouvés à 10 ou 15 bateaux là-bas avec les étrangers, et on pouvait, les coachs s'organisaient entre eux pour nous mettre des parcours sur l'eau et qu'on puisse tourner et que ça ressemble à peu près à des petites régates. Donc ça, c'était plutôt bien, et ça mettait des petits objectifs de temps en temps, parce que sinon c'est un peu monotone de tout le temps faire des essais de vitesse. Puis avec un plan d'eau de Lanzarote qui a quelques similitudes, hein, même si c'est pas exactement la même chose, avec Enoshima justement. Ouais, c'était le but d'aller à Lanzarote. Il y a la houle des Alizés, au Japon il y a la houle du Pacifique, et il y a aussi du relief à Lanzarote, donc du vent oscillant. Voilà, exactement. Et pour ça c'était très bien. Et en plus on était en période hivernale et les températures sont bonnes, donc on a fait des gros blocs, peut-être par moment un peu trop. Mais ouais, c'était une super opportunité et on est content d'y être allé. Ouais. Alors Gilda, il a fallu aussi s'adapter avec les filles. Comment est-ce que vous avez pallié justement ce manque de compétition ? Comment elles se sont entraînées ?
Du coup, on est allé voir Quentin et Manon à Lanzarote. Vous n'êtes pas resté à Brest? C'est vrai que... même pas. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait quand même planifier quelque chose qui était réalisable. Et c'est vrai qu'avec les contraintes qu'on avait, on était loin d'être sûr de pouvoir naviguer facilement. Donc Lanzarote restait ouvert. Donc nous, on était une vingtaine de 4-7 à naviguer là-bas. Donc on a fait plusieurs sessions, un peu plus courtes que Quentin et Manon, mais on a fait 3-4 sessions de 2 semaines. Et donc qui ont été hyper favorables parce que comme disaient Quentin et Manon, les conditions sont bonnes là-bas, quoi. En plein hiver avec un peu de vagues, c'était parfait pour travailler, surtout avec une vingtaine de bateaux qui étaient déjà qualifiés au jeu, donc c'était un cadre idéal, quoi. Voilà. Alors Gilda, tu nous parles de la préparation technique. Les Jeux, c'est un événement d'exception tous les 4 ans. L'enjeu est énorme. L'aspect psychologique peut être tout aussi important que la technique. L'entraîneur, c'est l'ascenseur émotionnel pour l'équipage, mais pour aussi l'entraîneur. Toi, tu as beaucoup d'expérience. Tu as tes petites recettes pour gérer ça entre l'euphorie, les coups de blues, les manches ratées. Dis-nous. Dis-nous tout, Gilda, dis-nous tout. Non, je vais pas leur raconter à Quentin et Manon. Non, en fait, c'est vrai que les jeux, c'est toujours un peu la même histoire. Comme tu dis, Gilbert, clairement, c'est une régate exceptionnelle où tout le monde a envie de réussir. Et donc, c'est bien ça le piège, quoi. Donc il faut essayer de le vivre justement comme une régate, comme une autre, appliquer ce qu'on sait faire et surtout pas surjouer et puis essayer d'avoir juste l'énergie maximale au début de la régate, quoi, on va dire. Voilà. Donc il faut arriver en forme et puis avec ses pleines capacités, quoi. Voilà. Et puis surtout vivre l'événement au jour le jour et manche par manche et pas anticiper sur ce qui va arriver. Et voilà, donc il se passe toujours un peu la même chose, on va dire. Et quand par exemple il y a une manche ratée, on calme le jeu, l'entraîneur, ou bien on renverse la table. Voilà, c'est ça un peu l'électrochoc qu'on peut avoir. Soit il faut tout basculer, soit au contraire, il faut surtout rien faire. Et c'est là qu'il faut être bon et qu'il faut être fin. Alors, Quentin, Manon, les chances des Jeux se rapprochent très vite. Depuis 2 ans, vous êtes dans une belle dynamique. Sans dire que vous êtes les favoris, on pourrait dire que vous êtes les outsiders à surveiller, sans trop de pression, mais quand même, quels sont vos objectifs? Allez, vas-y, Manon, vas-y. L'or. Je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt les outsiders, ça nous va bien. On aime bien se battre jusqu'au dernier bord de portant pour passer la ligne devant les autres, je pense, à l'image de la dernière Coupe du Monde qu'on avait gagnée là-bas. On était, je ne sais plus, 5e ou 7e avant la dernière manche et on arrive à gagner la régate. Donc ça nous va bien, ça, on ne nous voit pas arriver. L'air de rien, et hop, un petit coup sur la fin, et hop, la médaille d'or. Exactement, ça nous irait bien, je pense. Je pense que c'est dur de gérer une semaine du début à la fin en étant en tête et en faisant tout pour garder sa place. Je pense que c'est compliqué. Donc cette position, ça enlève un peu de pression sur les épaules, Quentin? Après, j'aurais bien aimé être dans le cas de Gilda, Camille et Aloïse. J'aurais pas dit non. Mais en Accra, je pense qu'il y a quand même 10 bateaux qu'on prouvait qu'ils pouvaient gagner. Et arriver avec le statut des Italiens ou de l'Argentin, je suis pas sûr que ce soit très confortable. Parce qu'il y a... Très attendu, Voilà, ça tourne. On l'avait vu d'ailleurs pour Billy et Marie. Bon, c'était particulier parce que Billy était blessé, mais il y avait aussi une énorme pression. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'était vraiment particulier. Si Billy s'était pas blessé, ça aurait sûrement changé les choses. Alors Gilda, justement, compte tenu de leur palmarès, Camille et puis Aloïse, elles font clairement partie des favorites, même si dans cette série du 4-7 féminin, il y a aussi de sérieuses clientes qu'elles côtoient depuis des années. Quelles sont leurs chances? Quels équipages redoutent-elles en particulier, Gilda? Alors là, on a 4-5 équipages qui sont quasiment à armes égales. Donc après, ça va être le combat entre ces 5 bateaux. Donc dans l'ordre en ce moment, donc il y a l'Espagnol qui est très en forme, mais qui pour moi s'entraîne un peu trop en ce moment. Donc
j'ai peur qu'elle perde un peu d'énergie. Enfin, j'ai peur, j'espère. Ah oui, plutôt, soyons francs. Après, il y a les Anglaises qui sont déjà plusieurs fois médaillées. Alors, c'est un nouvel équipage, une nouvelle équipière. Mais quand même, la barreuse a déjà 2 médailles, dont une d'or autour du cou. Et ensuite, il y a la japonaise qu'on n'a pas rencontrée depuis 1 an et demi, mais qui est quand même la locale de l'étape, donc qui peut être une sérieuse adversaire. Voilà. Alors parlons un peu des autres athlètes. Tu nous parlais tout à l'heure de Quentin et Manon. Parmi les grandes chances de médaille, il y a évidemment Charline Picon qui remet son titre en jeu et qui est candidate pour être porte-drapeau. Elle aussi a fait une pause maternité avant de revenir au meilleur niveau. Comment tu la sens ? Ah ouais, Charline est fidèle à elle-même, elle est dans le match, elle lâche rien, donc je pense que au niveau des jeux, elle sera dans le coup. Elle a le profil des jeux, quoi. Elle est faite pour ça, quoi. Donc je suis pas trop inquiet pour elle. Gilda, juste une petite question de détail. Est-ce que Camille et Aloïse, par exemple, elles ont des petits rituels avant une grande épreuve? Ou votre trio a-t-il des petits rituels? Ouais, pas vraiment, non, on n'a pas vraiment de rituel. Alors, on a notre petite routine habituelle, mais on ne peut pas appeler ça des rituels, quoi. Non, rien de spécial. Après, on sait qu'il vaut mieux aborder la medal race avec un peu d'avance si ça pouvait se présenter, ou au contraire être juste en 4e ou en 5e position, ouais. Elles ont pour souvent pouvoir été très vivre la fortes dans medal les race à medal fond, race. quoi. Ouais, voilà. Donc, quand tu n'as rien à perdre et que tu te pointes à la medal race, c'est quand même souvent beaucoup plus facile. Ou bien, il faut avoir un peu d'avance pour être peinard, parce que sinon, c'est quand même une phase qui est super difficile. À bon entendeur. On va parler juste du reste de l'actu voile, avec notamment l'Ocean Race Europe et l'arrivée de la 2e étape, Gilbert. Oui, la 2e étape, emmenée par Johan Richaume, l'équipage de Mercury Foundation a remporté cette 2e étape entre Cascais et Alicante en VO65. Une victoire au terme d'un magnifique duel avec Asco Nobel. Les VO65 ont dominé cette étape marquée par des conditions quand même très changeantes. Alors, du côté des IMOCA, skippés par Thomas Ruillant, Linkedau termine premier au terme d'une course d'une grande intensité, digne d'une solitaire du Figaro, pour reprendre les mots des marins. Donc, au classement général, c'est Linkedau qui est leader à égalité avec Team Offshore Germany. Puis il faut aussi signaler le superbe retour de Eleven House Racing qui avait percuté un petit bateau à moteur. En VO 65, Mercury Foundation est en tête à égalité de points avec Asco Nobel. Les bateaux repartent ce dimanche de Gênes pour la dernière étape. Pour direction de Gênes, oui, pour la toute dernière étape. Et si vous voulez suivre toute l'actualité voile, rendez-vous sur l'appli Planète Voile avec toutes les dernières infos, les plus belles images, les anecdotes, les réactions. Je vous invite également à regarder la semaine voile qui résume l'essentiel de l'actu en images. On y parle notamment cette semaine de Sail JP. Avant de conclure, un petit jeu qu'on va faire avec vous, Quentin et Manon. C'est comme dans les mariages. Je ne sais pas si vous en avez fait souvent. Chacun sa petite carte avec la photo de chacun de vous deux. On va vous poser 6 questions et c'est simple. Vous répondez en levant la photo de votre choix. Première. Alors, de vous deux, qui est le plus tête en l'air? Quentin. Ah, vous êtes d'accord. Voilà. Qui est le plus grincheux? Oh, voilà, il n'y a pas de doute. Grognon même. Qui est le plus gourmand? Allez. Quentin, tu fais un joli score. Ouais. Qui est le plus mauvais perdant? Ah oui, d'accord, là c'est carrément... Ah bah dis donc. Qui est le plus blagueur? Ah, ça c'est Manon, je crois. Ouais, voilà. Ouais, je dirais Manon. Et la dernière, qui va ramener la médaille d'or de Tokyo? Et voilà. On l'espère, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, de vous faire plaisir, de vous faire vibrer, d'aller briller sur ce plan d'eau d'Enoshima. Pour ce qui est du programme, là, vous faites un petit stage de cohésion dans le Vercors la semaine prochaine. Ensuite, vous envolez pour Tokyo le 22 juillet. Première régate. Et première régate pour vous? Le 28. On s'envole le 11 juillet. Pardon, le 11 juillet, excusez-moi, et première régate le 28. Ouais, ça ferait un peu court pour l'adaptation. Voilà. Merci chaud. beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Gilda. Même programme, Gilda, le Vercors, et puis ensuite décollage pour Tokyo. Ouais, exactement. Le 11 aussi, on part tous ensemble. Bien content de se retrouver là-bas. Et toutes les équipes sont réunies dans le Vercors. Voilà. Oui, exactement. Tous les qualifiés. Ouais, on a hâte, ça va être un bon moment.
Voilà, avant de vivre cette ambiance si particulière des Olympiades avec le village et puis toutes ces compétitions. On espère évidemment que vous allez prendre beaucoup de plaisir, briller aussi sur Splendo d'Enoshima. On espère que toute l'équipe de France fera de très beaux résultats. Merci à vous d'avoir été avec nous. On remercie également Tom et Vincent à la réalisation, Nicolas pour toutes les petites photos des coulisses. Et puis on se dit à très bientôt. Le 1er juillet, nous, Gilbert, on sera à Saint-Malo. Hein. Oui, pour un spécial sur le Tour de Bretagne en Figaro, un café de la Marine sur les quais de Saint-Malo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bye bye. Azimut vous a présenté le Café de la Marine.